Greetings and welcome to the third installment of African Heritage in Dialogue. Northwestern University's Program of African Studies and the Block Museum of Art are proud to partner on this unique programming in an ongoing promotion, a celebration, and exchange with cultural heritage professionals working on the African continent. This event, as always, is hosted by Kathleen Bickford Berzock, Associate Director of Curatorial Affairs at the Block Museum, and Amanda Logan, archaeologist and professor of anthropology here at Northwestern. We would like to thank the Northwestern Buffett Institute for Global Affairs for funding this through their Global Connections Seed Grant. We also would like to thank everyone at the Program for African Studies and the Block Museum. My name is Chris Abani, and I'm the Director of the Program of African Studies. I turn this event over to the hosts, and I thank you all for joining. Welcome. Thank you, Chris. So we wanted to welcome listeners to the third of a series of virtual programs, which, as Chris mentioned, we're calling African Heritage in Dialogue. The idea for this series emerged from the complex reality we now find ourselves living in, as much of the globe is dealing with the COVID-19 pandemic, which has really radically altered our personal and our professional lives. At the same time, the pandemic is urging us all to explore and collaborate in non-traditional ways and to check in with one another wherever we are in the world. Our 2021 program focuses on conversations with cultural heritage professionals and archaeologists in Nigeria, Mali, and Morocco. Across these different contexts, we will explore how the pandemic has impacted archaeological and museums' work, from closing excavations and exhibitions in the short term to undermining the financial feasibility of our work in the longer term. Woven through these pandemic concerns are larger conversations about the inequalities that thread throughout the cultural heritage sector, where issues of repatriation are now reaching their crescendo as the Black Lives Matter movement demands a more equitable future. We hope to explore these global issues as well as how they intersect with local and national politics in the hopes of building more resilient global partnerships. For our 2021 series, we will look ahead by following up with partners crucial to the success of the award-winning exhibition, Caravans of Gold, Fragments in Time, Art, Culture, and Exchange Across Medieval Saharan Africa. This exhibit was curated by Dr. Kathleen Bickford Berzock, Associate Director of Curatorial Affairs at Northwestern University's Block Museum. We seek to follow up on the important international partnerships with both institutions and archaeologists that were fundamental to its success as a jumping off point of sorts to building more sustainable collaborations in the future. I'm Dr. Amanda Logan, Associate Professor of Anthropology at Northwestern University and Specialist in West African Archaeology, and I'll be hosting today's conversation in collaboration with Kathleen, to whom I now turn to introduce today's program. Thanks, Amanda, and thanks to Chris as well. We're grateful for the Program of African Studies partnership in this program. Today's African Heritage in Dialogue conversation will focus on the intersection of the museum sector and archaeology in Morocco. It's a pleasure and an honor to introduce our guests for this conversation. Dr. Abdallah Fili, Professor of Archaeology at the Université del Jadida, Dr. Roshdi Bernoussi, Director of the Bank al-Maghreb Museum in Rabat, and Dr. Youssef Chiara, Director of Cultural Patrimony at the Ministry de la Culture et de la Communication in Rabat. The exhibition Caravans of Gold provides a wide view of the impact of medieval exchange and circulation from the perspective of the Sahara. At its center, the exhibition presents diverse archaeological remains from 3 sites around the Sahara, including Sijil Massa in the Tafilit Oasis in Morocco. And it puts these fragments in dialogue with works of art that help us understand what the remains originally were. The exhibition also includes over 30 medieval gold coins minted across North Africa, the Middle East, and Europe. Dr. Chiara has generously supported Morocco's loans to the exhibition, with Dr. Bernoussi graciously entering into the project more recently upon his appointment as the director of the Bank al-Maghreb Museum. Dr. Fili, as a member of the exhibition's core scientific committee, has been an indispensable partner in the planning and communications that have made these loans possible.
Caravans of Gold has relied on extraordinary cooperation among specialists across disciplines and among institutions around the world in order to make visible to museum audiences in North America the complex global histories and art histories of the medieval past. We're thrilled to have this opportunity to catch up with these three colleagues from Morocco today. I'd like to start, if I may, by going around and having each of you introduce yourself, your position, and your background briefly. Dr. Fili, can we start with you? Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier collègues de Northwestern University qui nous ont invités à ce débat scientifique. Et en particulier, j'aimerais chaleureusement remercier Kathleen Berzog qui, depuis le départ, avec le projet de Caravane d'Or, a été la pièce maîtresse de ce projet et qui a donné la possibilité de présenter aux États-Unis une ville et une station très importante du commerce transsaharien, à savoir Sijil Massa. Je voudrais également remercier Amanda Logan ainsi que Chris Abani qui a porté ce projet de discussion autour de ces questions qui sont d'actualité. Et bien évidemment, je tiens à remercier également mon ami Youssef Riara, le directeur du patrimoine culturel au ministère de la Culture, qui s'est rendu disponible pour cette discussion. Je tiens également à remercier mon ami Rochdi Bernoussi qui a bien évidemment une parole toute particulière dans cette discussion, celle des musées et celui de célèbre musée Bank al-Maghrib, qui a porté également avec nous le projet de cette exposition aux États-Unis et qui est en train de préparer également de son côté une exposition dans ce sens. Je voudrais dire que d'abord pour nous, moi je suis professeur d'université et que bien évidemment ma charge essentielle c'est l'enseignement. Et donc, je me charge également à côté de cet enseignement qui est ma responsabilité première dans ces conditions particulières. Je me charge de la fouille de deux sites majeurs de l'histoire du Maroc, à savoir Iguiliz, dans les montagnes de l'anti-Atlas marocain, à côté de Taroudante, et également le site de la ville importante d'Armat, qui a fait l'objet d'une belle exposition dans le musée Bank al-Maghrib. Thank you, Dr. Fili. Dr. Bernoussi, would you like to go next? Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre invitation. Je me présente, je suis Bernoussi Rochdi, je suis le directeur des musées de la Banque centrale du Maroc. Ça vous paraît un peu bizarre, une banque et le musée, mais maintenant c'est une pratique chez les banques centrales de par le monde. Moi, je suis docteur en archéologie. Je ne suis pas un banquier, je suis un docteur en archéologie. J'ai rejoint en 1999, après un séjour au ministère de la Culture, j'ai rejoint le musée, la Banque centrale du Maroc, et je gère depuis un certain nombre de services, mais à partir de 2020, je suis le directeur du musée. Donc, j'ai suivi un peu le projet au début, maintenant j'en ai la charge. Et donc, notre musée, c'est un musée qui s'intéresse entre autres à la monnaie. Et donc, à ce titre-là, nous avons participé à votre événement, qui était un événement d'une qualité extraordinaire, magnifique, parce qu'il a mis en exergue une phase de l'histoire de l'Afrique
qui est vraiment intéressante parce qu'elle donne la lumière à un mouvement d'échange qui a des implications non seulement commerciales, mais également des implications culturelles, des implications humaines et des implications anthropologiques. Donc, tout cela a été reflété dans vos travaux. Également, notre exposition sur la route de l'or que nous avons élaborée ici au musée de Rabat essaie de mettre en évidence cet héritage-là, ces échanges-là et cette unité de l'Afrique et ces échanges avec l'étranger. Donc, et maintenant, on est en train de préparer une belle exposition sur Sijil Messa, sur la ville de Sijil Messa. On va essayer de refléter le mystère de cette ville, mais également les différentes interactions qu'elle a eues tout le long de son histoire. Et je vous remercie une autre fois pour votre invitation. Thank you, Dr. Bernouchi. And Dr. Chiara. Donc, bonjour, je m'appelle Youssef Riara, je suis le directeur du patrimoine culturel au département de la culture au Maroc. C'est à mon tour aussi de vous remercier la Northwest University ainsi que Madame Kathleen Berzok de m'avoir déjà invité pour cette réunion. C'est un premier contact visuel avec les gens de la Northwest University. Et au départ, donc, je voudrais juste signaler un peu avec regret le fait de n'avoir pu faire le déplacement pour assister au vernissage de l'exposition, qui était un événement capital et très chargé de signification. Moi, je suis donc de formation archéologue, je suis spécialiste de la période médiévale. Donc, j'ai intégré donc, directement après ma formation à l'Institut d'archéologie de Rabat, intégré le ministère de la Culture. J'ai évolué un peu dans mes fonctions, donc depuis conservateur de la Médina de Marrakech jusqu'à chef responsable du musée de Maroc et après donc directeur du patrimoine. Et donc la direction du patrimoine couvre un éventail de missions, dont notamment celle qui m'intéresse beaucoup au courant de cette réunion. C'est tout ce qui a trait à la médiation culturelle qui constitue un des piliers, le partage d'informations sur le patrimoine qui constitue un des piliers donc de la mission pour laquelle on est investi. Merci. Thanks, everybody. It's great to hear about your work and your backgrounds a little bit. As you know, the opening of the Caravans of Gold exhibition at the Smithsonian National Museum of African Art has been postponed due to COVID-19 concerns. And this is an issue, of course, that is impacting museums all over the world. Dr. Chiara, how has the pandemic impacted the work at the Office of the Cultural Patrimony at the Ministry of Culture and Communications? On ne peut pas dire que l'impact a été mineur. Surtout que ça a été d'une manière, disons, un peu brusque et on n'était pas préparé à ça. C'est quelque chose qui est tombé à l'improviste. Donc, ça a été difficile déjà de réaliser le fait qu'on est un peu obligé de couper toutes nos activités et tout ce qu'on avait préparé comme programme, notamment pour le programme de médiation culturelle, c'est-à-dire d'exposition, de conférences, de visites de sites archéologiques, de fouilles archéologiques aussi. Du jour au lendemain, on se retrouve avec une feuille blanche. On se demande pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? Surtout il y a des choses très merveilleuses à partager avec le public, mais malheureusement, on se retrouve à pratiquement bricoler des solutions pour pouvoir sortir un peu de cette situation de claustrat dans laquelle on a été confiné.
Et au début, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Au début, c'était un peu des bricolages, essayer de voir un peu les autres pays, les autres organismes internationaux comme l'UNESCO par exemple, ou comme l'ICOMOS, comment ils ont pu se débrouiller pour continuer à vivre et continuer à travailler. Donc petit à petit, l'outil informatique et le monde virtuel s'est avéré un des moyens pour sortir un peu de ce cas d'espèce inédit pour nous. C'est la première fois qu'on est confronté à ce type de situation qui n'a rien à envier et s'apparente même à ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire où tout le monde était coupé, il n'y avait plus d'activité. C'est la même atmosphère, c'est la même situation. Donc, et petit à petit, donc, on a commencé à penser des solutions, à faire des bricolages pour trouver des issues. Et malgré ça, on peut dire qu'on a pu s'en sortir. Donc, on a pu célébrer, par exemple, le mois du patrimoine et avec un slogan, le patrimoine national s'invite chez vous. Donc, on a commencé à numériser quelques vieux catalogues, toute la publication à notre disposition, et on l'a mis sur le portail du ministère durant ce mois de manière un peu périodique. Chaque semaine, on mettait des catalogues de musées, des publications de la direction du patrimoine à l'intention du public. Parallèlement, on a fait un programme tout au long de ce mois via Facebook où on invitait des conférenciers de la direction du patrimoine, des spécialistes du patrimoine pour parler aux gens. Et ça a eu du succès. Curieusement, les gens suivaient parce qu'ils étaient confinés chez eux. Et grâce à cette ouverture de Facebook, par exemple, d'après les statistiques, on a eu beaucoup de followers qui ont pu suivre nos activités et on a eu leur réaction aussi parce qu'ils nous écrivaient un peu ce qu'ils pensaient des conférences, des sujets qu'on proposait. C'était une première expérience et je crois que sans le Covid, peut-être c'est un mal pour un bien, on découvre cet outil-là et qu'on va maintenir après le Covid. Et c'est ça ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'après le Covid, après cette pandémie, on ne va pas jeter toute cette expérience qu'on a faite pendant le confinement. Par contre, au contraire, on va se la réapproprier et pour faire partie de nos moyens de communication et de médiation avec le public, aux côtés des moyens classiques, standards en présentiel. Bon, s'il y a quelque chose qui me réjouit dans cette année 2020, c'est qu'on a découvert un autre outil qui était à côté, qui est le virtuel, la visioconférence, les contacts en duplex. Et c'est grâce à cette expérience qu'on était forcé de faire. Donc, on a eu un capital qu'il va falloir développer davantage, plus les moyens, disons, classiques, une fois la situation revenue à la normale. Voilà. Very much agreed. I think we're all learning how to make our work reach broader audiences through digital means, as this conversation is case in point. Thank you for that. Dr. Bernouchi, as a director of a very important museum in Rabat, how has COVID impacted your institution? Have the museums been open for visitors? Has research and collaboration continued? Have you gone sort of digital, as Dr. Chiara talked about? Ouais, c'était vraiment amusant. M. Filia a vécu avec nous cet épisode parce que le jour où on avait fait l'inauguration de l'exposition sur la ville d'Armet, il a été décidé de fermer les musées. C'était le jour où les autorités ont décidé de fermer tous les musées et tous les théâtres et tous les lieux de la culture. Et donc, on a fait un comité restreint, une visite d'une dizaine de personnes, et puis c'était 3 mois de fermeture. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé au digital. Nous avons complètement
orienter notre activité sur le digital. Nous avons commencé par faire des visites guidées virtuelles. Nous avions une plateforme déjà. Nous avions une plateforme. On avait fait des visites guidées virtuelles. Et pour l'exposition temporaire et pour l'exposition permanente. Puis, tout ce qui est atelier et tout ce qui est activité, on les a faites également au virtuel. Nous avons procédé à des ateliers au niveau interne ainsi qu'au niveau externe. En virtuel, ce qui est spécialisé dans tout ce qui est digital. Donc, on a eu recours à cette direction qui nous a confectionné des contenus digitaux que nous avons utilisés et nous avons utilisé les réseaux sociaux, Facebook surtout, pour faire chaque semaine 3 posts. 3 posts sur la monnaie, sur l'art et sur les autres contenus du musée. Donc, 3 contenus par semaine. En plus, on avait une vidéo sur l'histoire de la monnaie que nous avons séquencée en étapes chronologiques et nous avons mis tout cela sur les réseaux sociaux et sur l'intranet de la banque. Et donc, nous avons vraiment procédé à une activité intense sur les réseaux et sur le site de la banque. Et après 3 mois, une fois le confinement a été arrêté et le musée a été ouvert, on a procédé d'une manière différente. On a changé complètement l'exposition permanente sur l'art. On a fait une autre nouvelle exposition. On a profité de ces 3 mois pour confectionner la nouvelle exposition sur l'art. Et nous avons commencé à lancer des invitations ciblées. On a fait des week-ends gratuits. Le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche, 3 jours gratuits pour faire revenir les gens, bien sûr dans le respect des normes sanitaires, avec la distanciation, avec le port du masque, avec l'usage du gel. Et nous avons commencé à démarrer peu à peu. Nous avons prolongé toutes les expositions que nous avions, les expositions temporaires, nous avons prolongé leur date quasiment jusqu'à la fin de l'année. Et nous avons continué à faire les deux. Des ateliers au niveau digital, orientés vers les agents de notre banque, mais également vers le public, le grand public. Et puis, des petites séquences de visites guidées et d'activités sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Nous avons capitalisé sur cette présence aux réseaux sociaux en s'inscrivant, en ayant une place à LinkedIn, mais également sur Instagram. Et bientôt, on aura une page également sur TikTok. Donc, on a essayé d'élargir au maximum notre intervention sur les réseaux sociaux. Nous avons également créé d'autres types de visites guidées. C'est-à-dire, il y a une visite guidée qui est assez lourde et chargée, où on va se déplacer difficilement. On a fait des petites visites guidées par séquence, comme une sorte de, comme si quelqu'un nous raconte le musée. Et donc maintenant que les choses commencent à s'alléger un petit peu, on a toujours gardé la partie digitale en la renforçant, mais on a ouvert une nouvelle exposition sur Saladi, et sur un grand peintre marocain qui s'appelle Saladi. Et maintenant, on est en train de préparer l'exposition sur la ville de Sijil Messa, où on ne va pas oublier la partie digitale. Désormais, la meilleure recette et la meilleure constatation et la meilleure chose de bien qui est venue avec Covid, c'est le digital. Ça nous a poussé à développer la partie digitale bien comme il faut et ça nous a permis de repenser nos expositions. Pourquoi? Parce que dans le musée de Rabat ainsi que dans le musée de Fès, nous avons beaucoup d'écrans tactiles. Et avec la pandémie, avec Covid, a été reposée la question de l'usage des écrans tactiles à cause du toucher, à cause de la maladie. Donc maintenant, on va opter pour des solutions où on utilise soit le QR code, soit utiliser des solutions qui vont permettre de moins toucher les écrans, pour des solutions qui sont moins tactiles, qui permettent d'utiliser son propre smartphone. Ces technologies, on l'utilise dans le musée de Fès, on a un musée de la monnaie à Fès, on utilise des audioguides uniquement à travers notre smartphone, on scanne le QR code, après on a une visite guidée de l'ensemble du musée, on a des jeux interactifs et on a des questionnaires de satisfaction et on a également
l'ensemble d'informations sur le client. Comme ça aide à avoir des statistiques sur les gens et les catégories de public qui visitent notre musée. Donc, c'était un mal pour un bien. Ça nous a permis également d'évoluer dans notre conception de notre musée, également des interactions avec les autres musées. Merci. Thank you so much for that. Dr. Feely, I wonder if we could hear a little bit more from your perspective as an archaeologist who's in charge of excavations at several major sites in Morocco. How has COVID-19 impacted your ability to do on-site, research and analysis as well as classroom teaching? Alors, de mon côté, en fait, en tant qu'enseignant, effectivement, s'oppose à nous, dès le départ, cette surprise avec laquelle on a été justement confronté à un confinement, à une fermeture totale des institutions. C'était pour nous déjà un premier choc à digérer, à comprendre. Et en tant qu'historien, effectivement, on pourrait imaginer tout sauf, effectivement, au XXIe siècle, une telle fermeture des institutions arrive d'un seul coup. Donc, en termes d'enseignement, effectivement, le fait de fermer l'université nous a d'abord choqués et surtout au niveau mental, au niveau psychologique chez les étudiants, ils ont considéré cette fermeture comme étant une période de vacances. Donc ça, c'est un élément psychologique déjà à dépasser pour les étudiants. Donc on s'est mobilisé, à vrai dire, avec les moyens du bord qui ne sont pas énormes pour reprendre en quelque sorte l'enseignement aussi rapidement que possible. Enseignement par distanciel, essentiellement par Zoom ou par Meet ou par d'autres applications disponibles et gratuites en fait. Mais on a confronté aussi le problème des inégalités sociales entre les étudiants. Vous savez, l'accès par exemple à l'Internet n'est pas établi pour tous nos étudiants, sachant qu'une très grande partie de mes étudiants habitent dans les zones rurales, dans les campagnes, et de ce fait, ils n'ont pas accès justement à cet élément fondamental qu'est l'Internet. Donc, on a essayé de créer, en fait, l'université a créé une structure, une plateforme à partir de son site Internet où les professeurs mettent les cours. Les cours, ils peuvent être à la fois des articles à lire, des questions pour la préparation des examens, les cours magistraux sous forme de textes ou de PowerPoint, par exemple, ou par exemple des petites capsules vidéo faites par les profs dans des conditions techniques les plus minimales possibles, malheureusement. Et ce qui a changé en quelque sorte notre approche dans ce domaine, c'est véritablement de mobiliser l'outil de WhatsApp qui est accessible par smartphone et surtout qui est disponible un peu partout au Maroc avec des connexions même les plus faibles. Et donc, ça nous a permis d'atteindre en fait une très grande majorité d'étudiants et bien évidemment à qui on dispose bien évidemment des conseils quant à la gestion du temps, à la gestion des cours et tout ça, mais en même temps de les pousser à aller télécharger les cours directement sur la plateforme de l'université. Donc, il y a un véritable problème des inégalités face à la technologie que nous avons confronté avec beaucoup de difficultés, on va dire. En ce qui concerne l'autre aspect de mon travail, c'est-à-dire la recherche sur le terrain, tous les travaux sur le terrain ont été abandonnés durant toute la période du confinement et bien au-delà pour des raisons sanitaires, étant donné que les déplacements entre les régions sont très limités. Mais
Nous avons continué notamment en ce qui concerne notre engagement dans les restaurations des sites, et notamment le site d'Église et également celui d'Armat. Nous avons directement, on va dire, contacté les personnes qui sont, surtout Église d'ailleurs, qui sont chargées pour la restauration des vestiges, etc. Et nous avons contrôlé le travail de très loin, jusqu'à une période assez tardive, jusqu'au mois de juillet, tout le mois d'août, où nous sommes descendus, nous sommes allés voir sur le terrain et nous avons fait des réunions de chantier, etc., etc. L'autre dimension de mon travail, c'est effectivement l'exposition. Vous ne pouvez pas, j'imagine que Kathleen peut imaginer la souffrance qui était la nôtre en voyant fermer une exposition que nous avons mise en place grâce à une collaboration très fructueuse entre le musée Banque El Maghreb et la direction du patrimoine. Notre souffrance à l'avoir fermée. Et donc, que finalement, le public, pour pratiquement 3 mois, n'a pas profité de cette exposition majeure pour nous sur un site extrêmement important et dans lequel nous avons consenti des efforts considérables. Mais grâce justement à ce que M. Rochdi Bernoussi a signalé tout à l'heure, grâce à leur disponibilité et surtout à la compétence de son équipe, nous avons pu proposer des animations tout au long de cette exposition, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de travail sur la monnaie d'Armat, confectionnée par son équipe, ou par une conférence grand public qui est transmise par Internet. J'ai également participé à cette occasion aux activités de la direction du patrimoine, notamment dans le domaine de l'archéologie préventive, organisée par la direction et par les directions régionales de la culture, que ce soit à Marrakech, sur le site d'Armat, ou à Tanger sur l'archéologie préventive. Donc, c'est en gros la façon avec laquelle nous avons choisi de travailler durant cette période très, très spéciale, à vrai dire, et qui nous a tous donné l'impression que ça ne se terminera jamais. Et ça, c'est un sentiment extrêmement douloureux parce que même au mois de septembre, nous avons marqué des retards au niveau de l'exécution des projets justement dont nous avons la responsabilité, mais nous avons profité de cette occasion pour, on va dire, avancer dans la publication des travaux qui étaient, à vrai dire, très en retard. Et donc, nous avons développé cet élément de publication. Nous avons préparé énormément de choses cette année durant le confinement. Et ça continue encore parce qu'en fait, le confinement et la spécificité même de notre travail en tant que chercheur et en tant qu'universitaire. Thanks to all of you for sharing those insights with us about what life has been like and what work has been like over the last year. I can relate to a lot of what you've pointed out. Dr. Fili, also your observations about the accessibility of the internet, I think are so important for us to reflect on. And I want to sort of spin off of those questions about accessibility and equity for our next question. As we know, across the world, the pandemic is also disrupting and also propelling social activism. In the US, for instance, we've experienced the intensification of movements demanding greater racial equity, like Black Lives Matter. And this is impacting and changing museums and universities in real time. And, institutions are being held accountable to a degree not before experienced in many ways.
In Morocco, human rights movements have also taken new forms, especially since 2011. We're curious to talk about how calls for social change and institutional accountability are impacting your work this year. Dr. Chiara, at the Ministry of Culture, how are these conversations unfolding where national policy is in institutions like yours where national policy is implemented? Au niveau du ministère de la Culture, c'est plus, disons, un sujet récurrent, c'est-à-dire il n'est pas lié à la pandémie, mais vu qu'il y avait beaucoup de, disons, d'incidences dues à la pandémie, c'est la catégorie des artistes et des créateurs. Bon, cette catégorie-là a reçu de plein fouet les méfaits préjudiciables du Covid. Et parce que nous avons beaucoup d'artistes, de créateurs qui travaillent dans des conditions, disons, qui ne sont pas encore, qui sont informelles. Donc, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins d'une manière, disons, pérenne. Plus aussi la question de la couverture sociale qui s'est imposée du fait qui s'est aggravée même au fait du Covid. Et donc, il a posé cette question. Donc, le département de la culture a réagi, il a pris en considération cet aspect. Donc, plusieurs réunions ont été établies et des contacts aussi, des réunions avec les caisses qui sont en charge de donner des subventions à cette catégorie de la population marocaine. Donc, se sont faites. Et la chose a été donc bien notée. Il y a eu l'intervention du ministère des Finances. Et aujourd'hui même, au moment maintenant où je vous parle, aujourd'hui qu'on a commencé à donner ces subventions de manière, disons, légale, à la suite d'un accord entre le département de la culture, le ministère des Finances et la fédération qui regroupe un peu l'ensemble de ces créateurs. Je crois que le problème de l'aide aux artistes dans le domaine culturel, pour que je reste sur le domaine culturel, donc c'est illustré au courant de cette période de la pandémie. Et c'était, disons, un problème qui était latent, qui était toujours là, mais avec le problème de la pandémie, de le confinement, de l'arrêt de l'activité, l'arrêt des expositions, des activités culturelles d'une manière générale, le problème donc s'est aggravé, c'est devenu, on ne peut plus le méconnaître. Donc le ministère a fait ce qu'il fait, mais ce qu'il fallait faire, mais je crois que tout ce qui a été fait, c'est juste le début d'un processus qui doit être donc continué et achevé, parce qu'il y a aussi par exemple, les instructions royales à ce sujet qui incitent sur le fait que d'ici 2022, tous les Marocains auront la couverture sociale pour que ce genre de problèmes de type social ne se reproduisent pas, et notamment pour tout ce qui a trait aux soins dans les hôpitaux et tout ça, pour qu'on résoudre définitivement cette question-là. Thank you, Dr. Chiara, for those insights into the economic issues that are facing artists who work in the informal sector, in particular in Morocco. Dr. Bernouchi, what about the Bank Al Maghreb Museum? Oui, pour nous, on est la Banque centrale du Royaume. On a pris une partie de responsabilité concernant cette pandémie. Par exemple, 10% du salaire a été versé à la caisse qui se charge de la gestion de cette pandémie, sachant qu'une grande partie de l'économie a été affectée, surtout la partie tourisme.
la partie des services, la partie tout ce qui est restauration, tout ça a été affecté par la pandémie. Donc, tous les agents de la banque ont versé 10% de leur salaire sur les 3 mois pour participer au financement de cette crise-là. Et bien sûr, la Banque centrale elle a participé à plusieurs choses pour un peu soulager l'économie nationale. Mais ça, c'est un côté économique, j'en parle pas. Nous, pour les choses qui nous concernent, c'est surtout la partie vis-à-vis des prestataires. Beaucoup de prestataires se sont trouvés piégés par la pandémie. Donc, ils étaient obligés, une grande partie de leur travail a été arrêtée, leurs projets ont été arrêtés. Donc, nous, on a fait en sorte de payer rapidement les prestataires pour qu'il n'y ait pas de blocage, pour qu'ils puissent à leur tour payer leurs ouvriers. Quand je parle de prestataires, je parle de scénographes, je parle des gens qui participent aux expositions, je parle des gens qui développent des supports pour nous, des supports sur papier ou du support électronique. Donc, tous ces gens-là, on a essayé de les payer dans des délais qui sont raisonnables pour qu'ils puissent avoir de la trésorerie, pour qu'ils puissent également payer leurs ouvriers, leurs fonctionnaires. Mais le fait le plus important, je crois, pour cette année, c'est l'obligation pour nous de réduire nos frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a été obligé de diviser presque par 2 nos projets, notre budget de fonctionnement, et nous avons été obligés de réduire une grande partie de nos activités culturelles parce qu'il y avait une circulaire du chef du gouvernement qui demande à toutes les entités de réduire drastiquement leur budget de fonctionnement. Donc, par exemple, nous, on allait faire une exposition sur l'art digital et on l'a repoussé pour 2022. Et nous n'avons gardé que 2 expositions, l'exposition Saladi qui vient d'être inaugurée et l'exposition de Sigil Messa. Nous avons également réduit un certain nombre de publications que nous voulions réaliser. Et donc, même le budget d'acquisition des élections par 3. C'est-à-dire que nous avons réduit au maximum nos budgets de fonctionnement, mais également le budget d'investissement. Et bien sûr, tout le pays est affecté financièrement par cette pandémie, mais maintenant les choses ont tendance à se relancer petit à petit. Dr. Fili, I'm curious from the perspective of the university, how is social activism playing out in this period of time from the perspective of the university? And also, what role do you see for research archaeology in responding to social activism, whether it is economic or focused or otherwise? Alors d'abord, je tiens à signaler que heureusement que le Maroc n'était pas obligé de passer par un événement dramatique pour opérer des changements qui prennent en considération les revendications sociales et culturelles et identitaires des populations. Donc, un changement progressif a été consenti depuis le début des années 2000 au Maroc pour répondre aux besoins justement des Marocains en termes socio-économiques et en termes également d'identité. Et ça pour les questions qui nous intéressent ici, par exemple, en 2011, comme vous l'avez signalé, il y a eu un changement de constitution. Cette constitution a apporté des changements très importants en reconnaissant les différentes richesses et les différents affluents de la culture et de l'identité marocaine, que ce soit l'identité amazigh, dite berbère, ou l'identité juive, et également l'identité saharienne et l'identité andalouse. Donc là, déjà, en termes de constitution, nous avons établi en même pas d'égalité toutes les composantes culturelles et identitaires au Maroc. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que la société civile, notamment dans les zones reculées, comme dans le Rif marocain, au nord du Maroc, et comme dans le Sahara marocain, a une très grande importance et a une très grande implication dans les projets culturels et notamment dans les projets patrimoniaux. Et je tiens à signaler ici qu'un certain nombre de sociétés, d'associations, de fondations locales de ces régions, un peu partout au Maroc, ont porté un certain nombre de projets archéologiques, notamment dans le Rif, par exemple, la ville d'Al-Mazamma, qui a été fouillée en partenariat avec la société civile locale, sous l'égide du ministère de la Culture et notamment de la direction du patrimoine. Il en est de même pour des projets justement de recherche archéologique dans le Sahara marocain, dans la région de Smara, dans la région de Tantan, la région de l'Ayoun, et tout ça où les associations locales revendiquent en quelque sorte cet héritage culturel, et ils le considèrent non seulement un élément de développement local, mais également un élément qui participe à la mise en valeur de leur identité et de leur appartenance au Maroc. Un élément très important que je voudrais signaler, qui a du sens parce que nous célébrons le 8 mars la journée mondiale de la femme, et donc la question du genre est très importante justement dans les politiques de développement local, et surtout il met en valeur l'importance de prendre en considération l'émancipation de la femme, et surtout la femme rurale, bien évidemment, dans le développement à la fois social, mais également économique du Maroc. Un dernier point concerne les inégalités spatiales dont j'ai parlé tout à l'heure concernant l'Internet. On voit de plus en plus justement l'émergence, grâce à la politique de la direction du patrimoine, mais également du ministère de la Culture d'une manière générale, et sous l'instigation de la société civile locale, justement à la mise en valeur du patrimoine archéologique de ces régions reculées. Donc, en termes d'infrastructures, notamment l'infrastructure routière, plus bien évidemment l'électrification, l'eau potable, etc. Le Maroc a fait un effort considérable dans ces régions pour justement établir un minimum de possibilités d'égalité entre la ville et la campagne. Mais la nouveauté, c'est que le ministère de la Culture est impliqué directement dans la restauration des vestiges logiques de sites. Je vais prendre un exemple que je connais bien, celui du site d'Iguiliz, dans la région montagneuse de Taroudant, dans l'anti-atlas marocain, où le ministère est en train de mettre en place un centre d'interprétation avec le recrutement des populations locales pour la surveillance, pour la sécurisation de ces sites, et surtout la mise en place de projets de restauration du site d'Iguiliz. C'est exactement la même chose également pour le village actuel d'Armat, qui était la capitale dans la région de Marrakech, qui était la première capitale almoravide et une ville plusieurs fois millénaire. Le ministère de la Culture a donné son accord pour mettre en place un projet de restauration et de valorisation de ce site rural, et certainement qui va participer au développement local, et que le patrimoine ne soit pas uniquement pour les populations de la région, uniquement réservé aux archéologues, aux scientifiques, mais qu'il soit ouvert sur le développement de ces régions, et surtout en ce qui concerne la jeunesse et les femmes. Et voilà. Thank you so much for that answer.
Continuing in a sort of justice vein, another major topic that has defined recent conversations on cultural heritage concerns concerns the repatriation and restitution of African objects from museums in Europe and North America back to their countries of origin. As social justice movements like Decolonize This Place explode across the globe, these concerns are more pressing than ever. Dr. Chiara, if you're available, could you share your perspective on restitution and repatriation within your institution or any examples of work in this area? Je tiens juste à signaler que M. Chiara est la personne idoine pour répondre à cette question parce qu'il s'est chargé justement de ce dossier au niveau du ministère de la Culture et donc je lui donne la parole. Alors, ça, à propos de la… désolé, j'étais un peu en communication téléphonique. C'est à propos de la restitution? OK. Bon. Depuis presque, disons, 15 ans, la question de la restitution des œuvres un peu illicitement sorties du territoire national constitue une des préoccupations du département de la culture de manière générale et de la direction du patrimoine en particulier. En 2005, il y avait une exportation très importante qui s'élève à 25 000 pièces d'objets lithiques de la préhistoire et de la paléontologie. Et ça a soulevé tout un débat au Maroc. Comment se fait-il que des objets de cette qualité-là ont pu quitter le territoire? Et depuis lors, donc, on a essayé de s'intéresser à cette question parce que le Maroc, comme vous le savez, est un pays, donc stratégiquement, il se situe donc à la pointe nord-ouest de l'Afrique. Et ça en fait de lui un pays très proche du pays du marché de l'art, c'est-à-dire l'Europe. Et c'est un pays très riche en patrimoine lui-même, qui est très intéressant. Nous avons les plus anciens sites qui puissent exister. De plus, c'est un pays de transit aussi, de l'Afrique vers l'Europe. Donc, toutes ces conditions-là font du Maroc un pays très ciblé par le trafic illicite. Et depuis lors, on a renouvelé les efforts. D'abord, on avait un déficit au niveau de la formation des personnes en charge de la lutte contre le trafic illicite, non pas uniquement les ressources humaines du ministère, mais aussi au niveau des autres départements, comme les douanes, par exemple, comme la police judiciaire et la gendarmerie, tous ces corps de métier. Donc, il y avait un déficit de connaissance et de maîtrise de ce phénomène. Et aussi, nous avons constaté que nous avons un déficit au niveau des accords de partenariat avec les pays du marché, comme des pays européens, par exemple, les États-Unis aussi. Et il fallait travailler tout ça. Donc, on a commencé par faire des formations d'abord, par ratifier la convention de l'UNESCO. Il faut rappeler que le Maroc est un des pays qui a signé, qui a ratifié de manière un peu tardive cette convention. Ce n'est qu'en 2003 qu'on a ratifié la fondation, c'est-à-dire la convention, c'est-à-dire 33 ans après. Et ça, c'est un retard qui a été, donc, qu'on a payé cher. Et il fallait aussi ratifier la Convention d'Unidroit de 1995, donc ça a été fait. Et une loi qui s'appelle loi 42-15, si ma mémoire est bonne, a été sortie, qui a accepté et ratifié cet instrument. Maintenant, il faut juste le déposer auprès de l'Institut d'Unidroit à Rome. Et aussi, on a fait une série de formations dans les régions où on a cette activité, c'est-à-dire la région des Rachidia, on a des sites paléontologiques
surtout ceux du Crétacé, tout ce qui est dinosaures et tout ça, c'est de là que ça part. Aussi dans la région de Fès, la région de Marrakech, qui est un peu la plateforme du patrimoine illicite au Maroc, mais aussi la région de Tanger, puisque c'est là où il y a les frontières marocaines, et c'est de là qu'il y a le trafic abondant entre le Maroc et l'Europe. Et on est sorti avec des conclusions et des recommandations. C'est qu'il faudrait d'abord, au-delà de la formation des formateurs, des personnes qui exercent, il faut aller aussi dans les écoles de formation des cadres de ces instituts, des départements qui sont concernés par le trafic illicite, c'est-à-dire les écoles de magistrats, les écoles de la gendarmerie, de la police, de l'autorité locale, des douanes. C'est-à-dire les étudiants, lors de leur formation, doivent connaître et être imprégné de cet aspect-là de la préservation du patrimoine, qu'il y a des lois qui sont faites pour ça, qu'il y a des conventions internationales, qu'il y a des accords bilatéraux entre le Maroc et certains pays. Donc, il fallait aller à la source, c'est-à-dire à la formation, pour former les gens pour être mieux armés lorsqu'ils vont exercer leurs fonctions. La semaine dernière, j'étais dans ce programme, dans la formation, dans l'école de formation des cadres de l'autorité du ministère de l'Intérieur. On a fait une formation pour plus de 90 élèves officiers. Et nous comptons dans les prochaines semaines faire la formation dans l'école royale de la police ainsi que celle des douanes. Par la même occasion, donc on a conduit, moi-même j'étais un peu derrière ça, le MOU avec les États-Unis d'Amérique qu'on a signé il y a maintenant un mois. C'est un protocole d'accord pour la préservation du patrimoine marocain avec la contribution des autorités américaines, du gouvernement américain. Il y a tout un plan d'action donc, qui est décliné dans le cadre de ce protocole, notamment les formations de personnel gestionnaire marocain aux États-Unis pour connaître un peu les lois fédérales, notamment des États-Unis, pour connaître un peu les procédures américaines de restitution. Il y aura aussi des formations au Maroc pour la documentation, l'inventaire du patrimoine, mais aussi la recherche archéologique. Donc, il y a tout un programme pour que des universitaires américains participent à des missions de fouilles archéologiques dans certains sites qui intéressent les deux parties. Et aussi, un accent a été mis sur les expositions entre les deux pays. C'est aussi une des manières de montrer un peu le patrimoine marocain et de l'approcher au public citoyen marocain, lambda, pour qu'ils puissent connaître ce patrimoine. Donc, c'est formulé aussi dans le protocole et dans le programme d'action. C'est très riche comme document diplomatique et c'est le fruit un peu de toute cette politique qu'on a menée depuis maintenant plus de 10 ans pour lutter contre le trafic illicite. La semaine dernière, où il y a à peu près 10 jours, donc on a célébré au Maroc le retour de ces 25 000 pièces. Donc ça a été pratiquement 15 ans de traque qu'on les suivait dans les tribunaux français, la coopération. Et Dieu merci, on est arrivé donc on est parvenu à les rapatrier au Maroc. Et c'est une matière très riche. Une partie donc sera donc dédiée, puisqu'ils ont perdu un peu de leur valeur scientifique, ils vont être utilisés principalement pour des actions pédagogiques et ludiques dans les centres d'interprétation du patrimoine, dans les musées, mais aussi auprès des étudiants de l'Institut d'archéologie et éventuellement d'autres universités qui s'intéresseront au patrimoine paléontologique ou préhistorique du Maroc
Donc, ça fera un peu de la matière sur laquelle ils pourront ils pourront toucher, manier, faire des travaux pratiques et autre chose. Mais c'est un geste fort de l'État marocain, c'est un geste fort du département de la culture et de la direction du patrimoine culturel qui montre qu'on suit bien qu'on ne va pas laisser faire dilapider le patrimoine marocain. Par la même occasion, et je termine là-dessus, on est en train donc de refaire un peu la loi sur le patrimoine parce que le côté législatif compte beaucoup dans ces aspects-là. Et les dispositions qu'on retrouve un peu dans l'UNIDROIT, la Convention UNIDROIT, ou bien des dispositions et des recommandations de la Convention de l'UNESCO de 1970, donc ont été traduites dans ce projet de document, donc il sera présenté incessamment pour être instauré en tant que nouvelle loi sur le patrimoine national. Voilà brièvement la situation où on est concernant la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Thank you so much for that answer and for all that rich detail, which I think adds a lot of texture and context to this issue in Morocco. We are beginning to run out of time, but I wanted to give Dr. Bernousi and Dr. Fili time to briefly respond to this issue of restitution and repatriation, because I know it threads through all of our work. Dr. Bernousi. Oui, je vais vous dire mon sentiment personnel. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je vais vous parler en tant qu'archéologue, en tant qu'amoureux de ce pays et de son histoire. Et maintenant, je crois que les choses se stabilisent et que le pays est capable d'accueillir ses collections. Pourquoi? Parce que nous avons des structures administratives et muséographiques qui sont maintenant mûres, qui sont maintenant bien organisées, qui sont capables de gérer ce flux de patrimoine et de gérer le patrimoine interne et le patrimoine qui était à l'extérieur et qui va retourner au pays. Donc, je crois que les temps évoluent d'une façon très favorable pour la culture au Maroc, qu'il y a des structures de haute qualité et il y a des gens de très bonne qualité, de très bonne formation. L'exemple, c'est M. Fili et notre ami le directeur du patrimoine. Donc, tout cela démontre que nous sommes maintenant prêts à accueillir notre patrimoine. Bien sûr, c'est une fierté nationale d'avoir tout ce patrimoine. Quand on parle d'archéologie préhistorique, le Maroc est parmi les pays les plus riches au monde par les restes préhistoriques. Il y a des choses extraordinaires, aussi du reste de dinosaures, restes paléontologiques, en plus de l'histoire antique et l'histoire islamique. Donc, tout cela, ça fait la fierté d'un pays. Donc, il faut qu'on se donne les moyens et les structures et surtout le savoir-faire pour qu'on puisse accueillir ce patrimoine et le mettre en valeur et le mettre à disposition du public. C'est ça la mission la plus importante. Mais avant, on n'avait pas des structures pouvant accueillir ce patrimoine. Donc, ils étaient un peu dans les caveaux, délaissés, pas étudiés, pas inventoriés, dans des conditions qui ne respectent ni la qualité de l'air, ni la qualité de stockage. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, le ministère de la Culture, la Fondation nationale des musées, ainsi que les institutionnels ont suffisamment de savoir-faire et suffisamment de moyens pour mettre en valeur ce patrimoine. Et donc, je crois qu'on est dans le meilleur timing relatif à la réception de ce patrimoine qui se trouve un peu partout dans le monde, et surtout dans les pays de l'Europe occidentale. Dr. Fili, did you want to close off the conversation on restitution and repatriation? It's a big job in so little time. Alors, en fait, cette question, il y a deux aspects dans cette question. Il y a l'aspect du trafic illicite qui est interdit par la loi et donc qui est juridiquement à bannir. Donc, le trafic est automatiquement, normalement interdit. Et deuxième élément, c'est le rapatriement du patrimoine marocain installé ou transféré pendant, par exemple, l'époque coloniale dans les musées, les grands musées occidentaux et notamment pour le Maroc, les musées français. Alors, il y a une volonté politique justement du côté français quant à la restitution de ce patrimoine d'une manière générale africain,
mais marocains en particulier. Mais il faut constater également qu'il y a des difficultés également face à cette volonté politique. C'est que même, je veux dire, les responsables des musées, les responsables des musées français, par exemple, notamment les conservateurs, ne sont pas prêts à faire l'effort de restituer une grande partie de ce patrimoine africain. Et ils sont les premières personnes à refuser, en quelque sorte, de suivre favorablement la décision politique. Donc, il y a, on va dire, ils sont récalcitrants parce qu'ils mesurent bien l'importance de ce patrimoine et le restituer à l'Afrique, pour eux, c'est une perte considérable. Or, on pourrait discuter dans le cadre de cette restitution des possibilités contractuelles, nouvelles, basées sur l'égalité, sur des partenariats égal à égal, qui doivent être en quelque sorte favorisés dans le cadre des relations avec les institutions africaines et les institutions occidentales. Et donc ça, il faut certainement travailler sur ces questions d'une façon directe, parce que, comme je dis, l'un des handicaps qui empêche la réussite de cette restitution, c'est d'abord les conservateurs des musées et des institutions françaises. Deuxième élément, c'est du côté des pays, bien évidemment, dépouillés de ce patrimoine, il y a une revendication sociale. Les populations africaines et notamment les communautés, la société civile revendiquent la restitution de ce patrimoine et il est question justement de trouver les meilleurs atouts pour convaincre justement ou pour mettre en place un partenariat favorable et des collaborations positives et fructueuses entre, bien évidemment, répondre aux besoins identitaires de ces communautés, mais en même temps préserver en quelque sorte l'avantage de ces musées de garder une partie de cet héritage, de ces éléments patrimoniaux. Et donc, le côté juridique que Riara a signalé est très important, mais il faut aller au-delà de l'aspect juridique en favorisant véritablement des discussions directes entre les spécialistes, indépendamment des politiques en quelque sorte, entre les spécialistes des deux côtés pour favoriser ce partenariat fondé sur de meilleures bases, on va dire, que celles qui régnaient auparavant. Wow. Well, I want to thank all of you for joining us today. I feel like we've just barely dipped our toes into the number of questions that we could talk about at much greater length. It's been really wonderful to hear from each of you, Dr. Bernoucy, Dr. Chiara, and Dr. Fili, about your work and your perspectives. We're really honored to have such distinguished guests with us today. I did want to share in closing that for more about Caravans of Gold, I encourage you to visit the exhibition website or download the exhibition app, which is available in Arabic, English, and French, and that can be downloaded right onto your phone. The exhibition is currently at the Smithsonian's National Museum of African Art, where its rent has been extended due to COVID-19. And if you're in the DC area, please check the Smithsonian's website for up-to-date information about the museum's opening. A companion publication for the exhibition is also available, and that's been co-published by the Black Museum and Princeton Press. And a teacher's guide is now available in English, but also in French, and is downloadable from the exhibition's website. This conversation was the last in our African Heritage in Dialogue 2021 series, looking ahead with Caravans of Gold partners. We're grateful to all of the participants and invite you to look back on the other conversations
that we've had in this series, which are available on the Northwestern University Program of African Studies website. Thanks to everybody.